Général Chaim Ifrach, bonjour. Bonjour à vous aussi. Nous sommes en direct de Jérusalem sur infolive.tv. Je suis Raphaël Cahan, nous vous accueillons dans notre plateau. Alors, monsieur Ifrach, est-ce que vous pensez que l'armée a perdu des sources de renseignements suite aux différents désengagements qui ont été effectués par l'armée lors de ces dernières années? Je ne suis pas très au courant des sources qui existent aujourd'hui, mais à mon avis, les sources d'informations qui sont nécessaires pour savoir ce qui se passe là-bas et pour combattre le terrorisme existent, et à mon avis, ils ont été même améliorés. D'accord. Et vous pensez donc que l'amélioration est due au fait justement qu'on n'y soit plus, justement ou... Non, parce que aujourd'hui, c'est plus facile de mettre des nouveaux systèmes autour de Gaza que de les disperser dans Gaza, là où il y avait des Israéliens avant. La mission est plus simple aujourd'hui. Elle peut être mise en œuvre de derrière. Ce n'est pas nécessaire d'être parmi les Palestiniens pour le faire. Et l'IDF, l'armée israélienne, a tous les moyens pour combattre le terrorisme palestinien venant de Gaza. D'accord. Quel effet, vous pensez, les lancements de roquettes Qassam ont actuellement sur le moral de la population? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important par rapport à ce qui se passe actuellement avec le Hamas, ou est-ce qu'il s'agit juste d'un artifice que les Palestiniens utilisent juste pour se faire souvenir au monde, que le monde se souvienne qu'ils sont toujours là? Pour les villageois israéliens qui habitent autour de Gaza et qui reçoivent ces missiles de temps à autre, ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande affaire. Pour la plupart du peuple israélien, ils voient qu'il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, la vie continue. Alors c'est acceptable, on peut vivre avec. Le problème, c'est combien de temps on peut vivre avec avant qu'il y ait des morts et des blessés. Ça, c'est le problème. D'accord. Pensez-vous que ça puisse créer une dynamique de guerre entre Israël et le Hamas si les lancements de roquettes continuent? À mon avis, non, parce que au moment que le Hamas prendra contrôle de Gaza, il fera quelque chose pour, je ne sais pas quoi exactement, il fera quelque chose pour assurer que le lancement de Qassam ne soit pas plus grave qu'il est maintenant. Je ne pense pas qu'ils vont arrêter complètement, mais ils vont continuer à lancer un ou deux chaque jour. Ils feront de leur mieux pour avoir un prix à recevoir pour arrêter complètement. C'est un jeu, mais ça ne va pas devenir une guerre. D'accord. Mon général, pensez-vous que par rapport à ce qui se passe en Iran, on a entendu ce matin au Jérusalem Post, enfin on a surtout lu, par rapport aux intentions soi-disant américaines d'attaquer l'Iran en passant par la Géorgie, est-ce qu'à votre avis, par votre expérience, c'est une chose qui est faisable? Est-ce que ça serait une chose vraiment, si c'était une chose qui était prévue, est-ce que ça serait rapporté dans la presse? À mon avis, les Américains, s'ils se décident à attaquer l'Iran, n'ont pas besoin d'un territoire extérieur pour le faire. Ils ont assez de systèmes précis pour le faire. Ils ne vont pas invader l'Iran, ils vont seulement attaquer. S'ils se décident de le faire, ils n'ont pas besoin d'un territoire extérieur pour le faire. C'est peut-être une misinformation ou disinformation, comme on appelle ça. On a vu récemment le général Omar Suleiman, le chef des renseignements militaires égyptiens, qui dialoguait beaucoup avec les leaders du Hamas, surtout à partir du moment où il y a eu les élections et que le Hamas a gagné. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de rapprochement entre l'Égypte et le Hamas? Est-ce qu'il y a une raison peut-être interne en Égypte qui pousse les Égyptiens à dialoguer avec d'autres organisations soi-disant islamistes? Avant les élections au Parlement palestinien, les Égyptiens ont fait de leur mieux pour mettre de la pression sur Hamas pour qu'il accepte un Houdna ou un calme acceptable aux Israéliens et acceptable à Abu Mazen. Maintenant, ils ont une nouvelle raison de le faire. Ils veulent avoir plus d'influence sur Hamas pour qu'il continue à coopérer avec Abu Mazen, qu'il accepte d'une façon ou d'une autre de dialoguer avec Israël. Mais la seconde raison, c'est pour assurer que l'influence de Hamas
ne va pas s'agrandir vers Sinaï et vers l'Égypte. Parce que ça, c'est la peur des Égyptiens que les idées de Hamas, la volonté du peuple égyptien ne se traduisent pas de la même façon qu'elle s'est traduite parmi les Palestiniens. Ça veut dire que les religieux soient contrôlés. D'accord. Et donc il y a essentiellement, c'est une raison autant interne qu'externe. Bien sûr. Avant, ils avaient seulement une raison extérieure. Maintenant, ils ont une raison intérieure. On a eu des récents, enfin on va dire, il y a eu des histoires comme quoi, enfin on a rapporté des histoires comme quoi Al-Qaïda tenterait de s'implanter dans la région Israël, Sinaï, Palestine. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que vous pensez que Al-Qaïda a des raisons de venir s'implanter dans ce secteur? Pour avoir des événements qui ressemblent à des attentats de Qaïda, ce n'est pas nécessaire de venir s'installer ici. Ça suffit d'avoir quelques personnes qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes possibilités. Ils font ce qu'ils ont fait au Sinaï. C'est comme si le Qaïda a fait ces attentats-là. C'est pas sûr que c'était Qaïda. Ça peut être des islamistes extrêmes qui ont adopté les idées de Al-Qaïda. Ils font la même chose. Donc, mon général, est-ce que vous pensez que Al-Qaïda a des... On va commencer. Mon général, est-ce que vous pensez que Al-Qaïda va venir s'installer dans les régions du Moyen-Orient, en Égypte, en Israël, dans les territoires palestiniens? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on espère de leur part de faire venir ici? Plusieurs attentats qui ressemblent à des attentats commis par Al-Qaïda sont commis par des personnes qui ont la même volonté, les mêmes mentalités, mais ils ne sont pas liés à Al-Qaïda. Al-Qaïda ne donne pas des ordres en écrit à des islamistes, faites ceci ou faites cela à travers le monde. Il y a une volonté qui est acceptée partout, parmi tous les islamistes extrêmes. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils le font. Des fois, ils sont liés à Al-Qaïda, des fois, ils ne le sont pas. Mais ils ont la même mentalité. D'accord. Une dernière question. Alors, on va revenir plutôt sur le Liban. Alors, les récents événements qu'il y a eu autour de la mort de Rafik Hariri, la mort des autres journalistes et hommes d'État libanais qui ont été tués dans des situations pour le moins, on va dire, suspectes. Ça a causé quelques remous parmi la population libanaise. Est-ce qu'aujourd'hui le Liban est devant une nouvelle crise comme il y a eu en 1975 ? Est-ce que vous pensez qu'un retour vers une guerre civile est possible, surtout vu que le régime syrien ne va plus très très bien? On a vu Walid Jumblat attaquer le président Assad. À mon avis, aucun groupe au Liban ne voudrait retourner aux années de la guerre civile. Ils vont faire de leur mieux de vivre ensemble. Le problème, c'est que la Syrie est toujours présente au Liban. Autant qu'elle est liée à l'Iran, et l'Iran est lié à Hezbollah, de cette façon-là, la Syrie est toujours présente au Liban. Le problème, c'est que auparavant, elle était en avant, maintenant, elle va se mettre derrière. Mais elle est toujours là-bas. Les Libanais vont trouver un moyen de vivre avec. Ils ne peuvent pas chasser la Syrie, ils ne peuvent pas chasser l'influence syrienne, mais ils vont apprendre à vivre avec. Le problème, c'est que dans la Syrie même, ce qui arrive au Liban influence la Syrie même. Et les problèmes peuvent commencer en Syrie, ça veut dire des groupes, des personnes vont se mettre à parler contre le régime, contre Assad, contre son pouvoir. Et donc on risque une guerre civile à la limite en Syrie plus ça va pas arriver, ça va pas aller jusqu'à une guerre civile, mais ça peut arriver jusqu'à des attentats assez graves. Comme il y avait auparavant avec les frères musulmans en Syrie. En Syrie, d'accord.
Et est-ce qu'il y a toujours un clivage, une espèce de... Est-ce que les sunnites et les alaouites, donc qui sont la caste dirigeante aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours un clivage entre ces deux tendances, ou est-ce qu'aujourd'hui ils sont tous syriens et derrière Assad, ou est-ce que l'Iran arrive à mettre, disons, une distance entre séparer les communautés? Ça existe toujours, l'Iran n'a rien à faire dans le partage du pouvoir intersyrien. Il y a toujours un conflit entre les sunnis syriens et les alaouites syriens, mais ils ont appris à vivre avec. Ils ont appris à accepter le pouvoir entre les mains des alaouites. Ils ont appris à vivre avec. Ça va pas rester comme ça toujours, mais pour le moment, ils acceptent ça. Et vous pensez que ça pourrait changer dans les années à venir? Ça pourrait changer, mais ça va déstabiliser la Syrie, si ça arrive. Et si ça peut arriver, est-ce qu'il y aura une conséquence directe pour les pays autour dans la région, ou est-ce que ça restera un problème interne pour la Syrie? Chaque déstabilisation dans le Moyen-Orient influence le Moyen-Orient en entier. Général Chaim Ifrach, je vous remercie de cette interview. Bonsoir. Je vous remercie, chers téléspectateurs, et j'espère que vous nous retrouverez très prochainement sur infolive.tv en direct de Jérusalem.